Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 4e numéro de votre émission politico-économique et sociale Faire croiser. C'est un plaisir de vous retrouver pour de vifs et prolifiques échanges. Et comme à notre habitude, nous serons avec deux acteurs politiques, l'un de la mouvance et l'autre de l'opposition. Aujourd'hui, il sera question de croiser le fer autour du bilan de Patrice Talon après 3 ans de gouvernance. J'entends rétablir un État de droit respectueux des principes démocratiques et des libertés individuelles et qui assure avec efficacité la protection des personnes et des biens. Je m'engage à promouvoir une justice indépendante, la même pour tous, accessible et efficace. D'ici Patrice Talon, le 6 avril 2016, lors du discours de son investiture en tant que président de la République. Les promesses électorales de l'homme confirmées dans son discours d'investiture ont séduit plusieurs Béninois qui ont vu un renouveau dans le Bénin, qui ont vu un nouveau vent souffler, la fin de l'humiliation, la fin des violations des droits de l'homme au Bénin. 3 ans de gouvernance de Patrice Talon, la rupture, une illusion ou un idéal en marche, c'est autour de ce thème que mes invités et moi allons débattre. Ils sont là, confortablement installés pour croiser le fer en toute responsabilité. À ma gauche, nous avons Kama Wassangari. Il est le conseiller juridique des Forces Kouri pour un Bénin émergent. Monsieur Kama Wassangari, bonsoir. Bonsoir. À votre droite, cher Roméo Aklozo, qui est votre vis-à-vis. Il est membre de l'Union progressiste et très proche du chef de l'État. Roméo Aklozo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Eh bien, nous entrons dans le vif du sujet. Je laisse souligner plus haut. Patrice Talon avait suscité un vent d'espoir, mais en tant que symbole de l'arrivée des hommes d'affaires au pouvoir, il a suscité aussi crainte et interrogation. Il me plaît, à l'entame de cette émission, de faire une analyse de son bilan à mi-parcours. Mais avant cela, il me plaît de vous interroger, monsieur Kama Wassangari, vos mémoires sur les sentiments qui étaient les vôtres à l'avènement de l'homme. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. 3 ans du président Patrice Talon, 3 ans d'inconnu. C'est vrai qu'à l'avènement du Patrice Talon le 6 avril 2016, beaucoup de Béninois, pour ceux qui ne connaissaient pas l'homme, nourrissaient beaucoup d'ambition pour le pays. Mais ceux qui connaissaient l'homme savaient que c'était du vent. Vous savez, le président Patrice Talon n'est pas un inconnu du régime Yahi. Le président Patrice Talon a fait le régime Yahi. Et même si après des difficultés, des problèmes entre les deux personnalités, c'est parce que justement l'homme était connu, on savait quelles étaient ses limites. Et je pense que 3 ans de gestion du pouvoir ne nous a pas démontré le contraire. Oui. Monsieur Romain Aklozo, que dites-vous de ce mémoire de Je ne suis pas du tout d'accord avec monsieur Wassangari. Et 3 ans de gestion, c'est vrai, ça n'a pas été facile, mais le bilan est globalement positif. Oui, mais avant le bilan, il nous faisait cas de l'image qu'il gardait de l'homme à son avènement. C'est péjoratif. C'est péjoratif. L'homme a réussi dans les affaires, tout le monde le sait. Et lui confier la destinée de notre pays, on s'est dit, bon, il va refaire la même chose en politique, à la tête de notre pays. Et depuis 3 ans, c'est en réalité ce que nous voyons. Il y a de la méthode, de la rigueur. Donc déjà l'avènement de Patrice Talon, vous gardez déjà l'espoir que cet homme est celui qu'il fallait pour une meilleure gouvernance. Grand espoir. Contrairement à M. Kama Wassangari qui avait déjà une image du président Patrice Talon et qui pense que ce n'était pas l'homme de la situation. C'est bien cela? Non, ce n'était pas l'homme de la situation. Nous l'avons martelé au cours des campagnes de 2016, au cours des élections, des campagnes des élections présidentielles 2016. Nous l'avons martelé partout où nous sommes passés. Mais le peuple béninois a décidé. Et quand le peuple décide, vous vous soumettez. C'est ce qu'on a fait. Mais on observait. Nous mettons dans une position quand même d'accompagner l'homme. Mais nous avons remarqué que quand vous venez au pouvoir sans un programme
quand même objectif, parce que ce qu'on écrit est différent de ce qu'on peut faire nous-mêmes. Le programme du président peut-être alléchant, mais on savait qu'il ne pouvait pas mettre en exécution ce programme parce que quand vous connaissez l'homme, vous savez là où il a ses limites. Voilà, sans plus tarder, nous entrons dans le clair du sujet. Déjà, Roméo Aklozo, le bilan de Patrice Talon après 3 ans d'exercice du pouvoir. Pour circonscrire le débat, nous irons en 3 temps. D'abord sur l'aspect politique, ensuite la gouvernance économique et enfin celle sociale. L'urgence est donc aux réformes politiques, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social en redonnant confiance à nos concitoyens, à la restauration de la crédibilité de notre pays, dit le chef de l'État. Les réformes politiques ont été engagées, elles sont en cours. Si certaines ont été saluées de tous et même de l'opposition, d'autres créent des frictions et sont aujourd'hui à la base des tensions observées de la crise préélectorale. Quelle lecture faites-vous de ces réformes et de leur bilan à mi-parcours, Roméo Aklozo? Avant de revenir au bilan proprement dit, je reviens un peu sur ce qu'a dit M. Kama tout à l'heure. Il a une image prédéfinie du président de la République. Et souffrir, et qu'il reste dans cette logique et qu'il pense que tout est négatif. Pour revenir à votre question, je le disais tantôt, le bilan est globalement positif. Plusieurs actions à mettre à l'actif du président de la République, des réformes structurelles. Si on prend la gouvernance politique, il y a la réforme du système partisan, que nous expérimentons bon gré mal gré actuellement. Et quand on va dans le fond du sujet, vous savez, depuis 1990, qu'est-ce que la politique a pu... Nous devons nous demander ce que la politique a apporté à ce pays. Rien de bon concrètement. Et on a eu des politiciens machins, qui vont négocier tout le temps avec les plus offrants. Ils reviennent vers les populations, leur donnent des miettes. Et le cycle infernal reprend chaque fois. Ouais. Donc, il faut mettre la politique au cœur du développement. Ce à quoi pensait le président Patrice Talon. Depuis sa candidature, il a annoncé la réforme du système partisan. Et il est venu. Il a mis en exécution, on l'expérimente et ne nous demandez pas d'aller vers la perfection tout de suite. Le bébé est né, il va lui falloir du temps pour qu'on ait les premiers vrais fruits. Donc c'est un bilan globalement positif côté politique. Vous parliez du système partisan du côté politique, mais il y a bien d'autres actions menées sur le côté politique. Et il y a bien d'autres réformes structurelles engagées de ce côté-là. On parle de division administrative et bien d'autres. Que pensez-vous? Quel bilan faites-vous de ces différentes réformes? Voilà. Et vous savez, depuis le temps du général Mathieu Kérékou, feu général Mathieu Kérékou, à qui nous rendons hommage, il s'est posé toujours le problème de la désignation des chefs lieux des départements. Le président Yahi est passé, il n'a pas pu, mais le président Talon, ses premiers mois, il a désigné les 12 chefs lieux des départements. C'est une action majeure à mettre à l'actif de son bilan. Et M. Wassangari ne me dira pas le contraire. J'espère qu'il y reviendra. Il y a beaucoup de choses que le président de la République fait et qui n'est pas forcément mise en lumière, mais les fruits tiendront la promesse des fleurs, soyez-en sûrs. En politique aussi, vous faites un bilan bien élogieux de Patrice Talon, de ces 3 ans de gouvernance. En politique aussi, on doit parler aussi de ses rapports avec les institutions. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il est accusé d'avoir vassalisé le Parlement. C'est aussi une tâche dans la politique, n'est-ce pas? Ou bien ça ne l'est pas? Si vous vous rappelez bien, le candidat Patrice Talon, candidat et président, a bien indiqué que le président de la République au Bénin concentre tous les pouvoirs. Et il fallait aller vers des aménagements,
il fallait aller vers la révision de la Constitution pour donner plein pouvoir aux institutions. Mais vous savez ce qu'il en est de cette proposition de révision de la Constitution. Donc, souffrez que les gens pensent ainsi, souffrez que les choses se déroulent comme elles l'ont été depuis 1990. Maintenant, si on lui permet de réviser la Constitution et de mettre en route cette réforme majeure, vous verrez que les choses vont changer positivement comme le veut tout le monde, qu'on permette à l'Assemblée nationale de réviser la Constitution et on ne parlera plus d'intervention tous azimuts du chef de l'État dans la dynamique, dans le fonctionnement des institutions. Sur ce tableau bien dressé du bilan politique de Patrice Talon, vous semblez oublier ses échecs. Vous avez parlé de la révision de la Constitution, oui, qui est aussi l'échec d'une des réformes phares du président Patrice Talon. Oui. C'est un échec, d'accord, c'est un échec. On peut le voir de cette façon. Mais aujourd'hui, nous constatons les revers. Nous constatons les revers. Vous l'avez dit tout à l'heure, le pouvoir est concentré au niveau de l'exécutif. Et l'exécutif a la largesse avec les lois qui lui permettent de gérer comme cela se doit. Nous constatons aujourd'hui les revers. C'est vrai que c'est un échec, mais derrière cet échec, il y a eu un avantage. Les députés, la majorité des députés ont compris le bien fondé. Et 62 députés se sont ralliés à la cause du président de la République et sont avec lui jusqu'à l'instant où on parle. Ouais, donc, au-delà de tout ce qu'on peut penser, et le programme d'action du chef de l'État est accrocheur, accroche les députés, accroche le peuple. D'une façon ou d'une autre, on va y arriver. Parlant de la révision de la Constitution. Merci Roméo Aklozo. Kamawa Sangari, bilan politique du chef de l'État. Roméo dresse là un tableau bien élogieux, bien avantageux pour le président de la République, Patrice Talon, après 3 ans de gouvernance. Non, je ne voudrais pas passer pour un oiseau de mauvais augure, mais c'est la réalité des faits qui nous amène à tenir les propos que nous tenons. C'est vrai que nous ne sommes pas du genre à crier tout va mal pour le pays. Je reconnais, comme mon frère Aklozo, que la désignation des préfets dans les 12 départements a été saluée par l'ensemble de la classe politique, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. Mais ça, c'était des actions les premières actions qu'il a entreprises à son arrivée. Mais le fond, j'étais très content que Aklozo reconnaisse l'intervention tout azimut du chef d'État dans les institutions. Ça pour qu'ils sont conscients que tout ce que se passe dans nos différentes institutions, le chef de l'État a sa main dedans. Mais il a parlé dans sa première intervention du système partisan qu'il a pris comme une réforme phare de leur régime. Mais je me rends compte que ça fait partie des réformes toxiques même du régime, parce que le système partisan, l'idée qui avait poussé le chef de l'État à vraiment parler du système partisan, c'était, si je me souviens bien, de voir comment lutter pour qu'on ne trouve plus à l'Assemblée, par exemple, des députés qui, ce matin, sont avec un groupe, le soir, ils sont dans un autre groupe. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Le système partisan a été mis en place tout simplement pour écarter les forces politiques de l'opposition pour les différentes élections qui doivent venir, parce qu'on a compris, eux-mêmes ont compris que les 3 ans qu'ils sont en train de faire, ils ont fait un travail contre le peuple. Donc le système partisan n'est qu'un système mis en place pour pouvoir écarter les forces de l'opposition. Et quand vous prenez toutes les institutions qui sont en place, l'Assemblée nationale, qui est vraiment vassalisée, j'espère que le mot n'est pas trop fort, l'Assemblée nationale vassalisée qui, au lieu de suivre ce que le peuple veut, fait
le desiderata du président de la République. Mais ce que les gens ne disent pas, toutes les fois qu'un accord de crédit ou autre vient au niveau de l'Assemblée nationale, c'est les 82 députés qui votent. C'est pour vous dire que même les députés de l'opposition accompagnent le chef d'État dans la réalisation de ces objectifs. Mais vous allez voir, c'est sur des réformes qui vont contre le peuple que les députés de la minorité parlementaire disent non. Et ce qui est dommage pour un chef d'État qui est de ce qu'on appelle le père de la nation, lors du premier échec de la révision de la Constitution, a clairement signifié que 62 c'est pour lui, que lui il est contre je suis en train de résumer ce qu'il a dit, qu'il est contre maintenant les députés de la minorité. Or, le chef d'État doit se mettre au-dessus. Parce que si la Constitution a prévu que pour réviser une Constitution, il faut atteindre un pourcentage, et qu'on n'a pas pu atteindre ce pourcentage, ça veut dire que c'était la volonté de nos pères fondateurs. C'est la volonté issue de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Parce qu'on savait que ça pouvait y arriver, il fallait quand même trouver un mécanisme pour que si ça doit arriver, que ce soit dans un grand ensemble qu'on puisse le faire. Mais ce n'est pas arrivé, ça veut dire que ce n'était pas le moment. Donc il faudrait éviter de mener une pression contre ces députés qui, ma foi, n'ont fait que mettre en application notre Constitution. Et si on quitte l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, c'est vrai, la Constitution a prévu que 4 membres sont désignés par la Cour constitutionnelle, par l'Assemblée nationale, 3 par le chef de l'État. Mais c'est aussi vrai que depuis 1990, les différents membres de la Cour constitutionnelle qui se sont succédés, on peut dire, ne sont pas forcément des gens qui ont milité, qui se sont d'accord pour le chef de l'État qui était en place. Je parle même de la Cour depuis le président Soglo, le président, le feu général Mathieu Kérékou, que je salue également au passage, parce qu'il a beaucoup fait pour ce pays, que le président Yahi, on n'a pas remarqué une intimité flagrante entre cette Cour constitutionnelle et l'exécutif. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est grave. C'est grave pour notre démocratie parce que, vous voyez, nous avons aujourd'hui une institution qui ne fait qu'appliquer la volonté de l'exécutif. Vous voyez, on a un problème au niveau on a parlé tout à l'heure du système partisan. Vous allez voir également, parmi les réformes, là, le code électoral. Vous allez voir que les décisions prises par la Cour constitutionnelle, c'est ces décisions qui sont venues en appui à l'exécutif qui permettent aujourd'hui de nous retrouver dans la situation où nous sommes. Un bilan de 3 ans du chef d'État, un bilan qui se fait au moment où il y a une partie des forces politiques qui sont écartées, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce qu'on devait se retrouver dans cette période-ci, dans une ferveur populaire. On devait te dire les élections sont là, parce que c'est pour ça, c'est notre identité au Bénin. Le président Nago l'a dit en 2014, si mes souvenirs sont bons, que tout ce que le Bénin a avant, c'est sa démocratie. Mais si aujourd'hui, il nous arrive 3 ans après la prise de fonction du président Talon, qu'on se retrouve à cette situation de tension, parce qu'il faut le reconnaître, lui-même l'a reconnu, qu'il y a une crise, ça veut dire que quelque chose n'a pas marché. Et c'est ça qu'il faut voir. Et vous voyez, ce qui est encore plus grave, le président de la République, dans sa réforme constitutionnelle, a clairement dit qu'il veut se débarrasser un peu du pouvoir que le chef de l'État. Mais vous allez vous remarquer que les premières actions entreprises, par exemple, dans les réformes, il y a une modification du Conseil supérieur de la magistrature. Une modification qui a été intervenue au moment où il y avait la Cour constitutionnelle dirigée par le président Olo, mais qui a clairement dit que ça viole la Constitution. Mais qu'est-ce qu'on a observé quelques mois après, quand la Cour constitutionnelle dit pas Olo est parti, que la Cour constitutionnelle, la nouvelle Cour constitutionnelle installée, ils ont ramené tout ce qui a été déclaré contraire à la Constitution, ils ont mis ça en application. Et il y a une nouvelle cour, un nouveau conseil supérieur de la magistrature qui aujourd'hui est comme une épée de Damoclès sur la tête de nos magistrats, ce qui ne pousse vraiment pas ces magistrats à se considérer comme vraiment détachés de l'exécutif. Et c'est ça qui remet encore l'indépendance du pouvoir judiciaire. Or, aucun pays démocratique ne peut se développer, ne peut avoir un label démocratique s'il n'y a pas véritablement cette indépendance des pouvoirs
des pouvoirs publics. Roméo Aklozo, c'est un bilan là bien amer. La Cour constitutionnelle est accusée d'entretenir des rapports incestueux avec le gouvernement, ce qui entache véritablement le bilan politique de Patrice Talon selon Kamama Sangari. Au-delà de tout, chaque institution fait son travail. Je suis surtout contre cette accession qui pense que les partis politiques ont été écartés dans la course aux législatives du 28 avril prochain. Mais c'est totalement faux. Le système partisan, les réformes sur le système partisan, le code électoral et autres, ont été adoptées à l'Assemblée nationale. Et dans cette Assemblée, il y a des députés de l'opposition. Vous savez, au-delà de tout, il y a bien vrai que ce sont 2 députés qui soutiennent le chef de l'État. Nous sommes en démocratie. Et c'est la loi de la majorité. Que nos vis-à-vis souffrent, que c'est la majorité qui s'applique. Nous sommes en démocratie. Quand il s'est agi de la révision de la Constitution, ils nous ont dicté leur loi. Qu'ils soient d'accord que la mouvance dicte sa loi quand il s'est agi de voter la loi sur le code électoral et autres, et qui s'applique aujourd'hui. 2. Pourquoi, quand ils parlent de partis politiques de l'opposition écartés, pourquoi ils ne se sont pas conformés à la loi? Nous y reviendrons. Mais déjà sur les accusations portées sur la Cour constitutionnelle qui, de concert avec le gouvernement, ne jouerait pas son rôle convenablement, ce qui ferait que le bilan politique de Patrice Talon soit un peu vous savez, à la Cour constitutionnelle, c'est des hauts juristes, c'est des cadres, et toute Cour constitutionnelle dans ce pays sera toujours sur la sellette. On a vu la Cour Olo, avec cette décision de 39 ans plus 1 et d'autres décisions. Pourtant, c'est la Cour installée par l'ancien régime. Ouais, toute Cour, quel que soit le régime, il y aura toujours contestation. On pensera toujours que elle est guidée par l'exécutif et autres. Bon, de toute façon, moi, je fais confiance aux juristes, aux sages qui sont à la cour. Et de toute façon, il y a des recours. Il y a des recours. Si vous n'êtes pas d'accord avec les lois ou les lois ou toutes... Mais justement, les décisions, parlant de la Cour constitutionnelle, les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Et dès lors que la Cour est accusée de faire le jeu du pouvoir et que ces décisions sont insusceptibles de recours, on comprend donc qu'il n'y a plus rien à jouer à ce niveau, comme l'a dit M. Ouassangari. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Comme je continue de le dire, les institutions fonctionnent comme cela se doit. Nous sommes dans un pays démocratique. Laissons la Cour, laissons chaque institution faire son travail. De toutes les façons, il y aura toujours des récriminations, il y aura toujours des gens qui pensent que il y a l'exécutif qui est derrière tout ça. Mais nous disons, chacun travaille et chacun sera face à ses responsabilités le moment venu. Quand il s'agit des salles de la Cour. M. Ouassangari, il veut placer un mot. Oui, c'est vraiment intéressant d'avoir fait un rappel d'une décision de la Cour constitutionnelle du président Olo qui a été une tâche d'huile sûrement au cours de son mandat. Vous allez voir, ce n'est pas forcément les forces politiques, l'opposition dans ce moment qui avait critiqué cette décision. Pour ma part, moi j'avais personnellement émis des avis et qui ne tendaient pas à apprécier la décision prise par la Cour Olo. Mais quand vous prenez cette Cour, c'est la récurrence des décisions qui pose problème. Cette Cour est venue il n'y a pas un an, pas moins de 2 ans quand même. Mais si vous voyez le nombre de décisions sur lesquelles cette Cour est revenue, c'est ça qui pose problème. Et je vais vous dire, c'est vrai que si un problème se pose, il faut saisir cette Cour. Quand le code électoral a été voté, quand la charte des partis politiques a été votée, quand la décision qui crée des problèmes aujourd'hui, prise par cette même Cour le 1er février, 3 mois avant les élections, a été prise, nous avons saisi la Cour constitutionnelle. Nous avons dit, voilà cette décision
qui vient, la décision sur le certificat de conformité, qui a été pris le 1er février, nous avons dit que cette décision viole le protocole de la CEDEAO, qui dit qu'aucune réforme majeure ne peut intervenir 6 mois avant les élections, et que si ça doit intervenir, ça doit être ensemble avec les forces politiques. Mais vous avez pris une décision le 1er février à 3 mois des élections, donc ça viole le protocole. Or, le protocole, nous devons nous mettre, comme on dit, en griffe, en conformité avec ce protocole. Mais je vous dis qu'après, la Cour n'a pas sorti une décision. Nous avons été convoqués à la Cour, on a assisté à une plénière, on dit qu'ils vont nous rappeler. Mais ce n'est pas sorti. Et ça ne sortira sûrement pas. Parce qu'ils sont conscients que c'est une violation du protocole à laquelle le Bénin fait partie. Et vous allez voir, l'article 242, par exemple, je viens dans le code électoral, où plusieurs critiques, on a eu plusieurs critiques. La Sénat, une requête a été envoyée à la Cour constitutionnelle où la Cour dit je suis compétent pour interpréter cet article. Après ça, nous avons déposé une requête à la Cour pour nous donner l'interprétation. Parce que l'interprétation faite par la Sénat, nous avons jugé que ça ne reflétait pas vraiment ce que le contenu de cet article. Mais on n'a pas eu ça jusqu'à présent. Or, en période électorale, les requêtes qui viennent dans le cadre des élections sont prioritaires. Mais ces décisions ne sortiront sûrement pas, parce que c'est des décisions qui amèneront à remettre en cause plusieurs actes posés par cette même Cour. Mais vous voyez quand on parle c'est sûr qu'on va revenir sur ça, quand mon frère dit que la position ne s'est pas mise en conformité. Quand on va venir sur le volet, je vous dirai un peu toutes les démarches entreprises. Et consciemment. Puisque nous y sommes et que nous sommes sur la page électorale, Omer Clozo, c'est aussi du bilan politique de Patrice Talon qu'il s'agit, parce que l'homme, le 6 avril, annonçait qu'il était là, qu'il ferait de son mandat un mandat de défense des libertés individuelles, un mandat de défense des acquis démocratiques. Il a dit où il a souligné. Mais aujourd'hui, les premières élections législatives que l'homme organise, vous voyez un peu à quoi nous assistons. On parle de 2 partis retenus pour les législatives. Il y a le bloc de la majorité parlementaire qui décide qu'il n'y a pas consensus, sinon qui fait le constat de l'absence de consensus et proclame qu'ils iront aux élections entre bloc républicain et union progressiste. Et puis, il y a cette réunion condamnée par l'ensemble des populations, à lire un peu les réactions sur les réseaux sociaux, cette réunion entre les différents présidents d'institutions qui ont appelé à la poursuite du processus électoral, alors bien même qu'il y a crise préélectorale reconnue par tous, alors bien même qu'il y a 2 partis pro-pouvoir qui vont aux élections. Est-ce que tout cela ne participe pas, contrairement à ce que Patrice Talon a dit, à la destruction de l'édifice démocratique au Bénin, ce qui rendrait son mandat véritablement, qui donnerait une mauvaise couleur à son mandat? Vous savez, nous sommes dans une période de transition. Nous sommes dans une période de transition, dans une période de grande réforme, et tout bon analyste devait s'attendre à ces atermoiements. Il y a eu les réformes du système partisan. Tout ce qui se passe aujourd'hui est plus ou moins logique. Et quand vous dites que c'est sous l'ère du président Talon et qu'il devait être gêné, oui, il a reçu les partis de l'opposition et après les partis de la mouvance. Et vous l'avez entendu, il a bien dit qu'il est gêné que l'opposition ne se soit pas conformée et ne soit pas dans le starting block pour les élections du 28 avril prochain. Et il a renvoyé la balle à l'Assemblée nationale en désignant le président de l'Assemblée pour poursuivre les consultations. Lesquelles consultations n'ont pas débouché sur un consensus. Oui. Et dans ce cadre, qu'est-ce que le président de la République peut faire il peut faire ne pas violer la loi. Il a fait appel au président des institutions. Ils ont constaté qu'au niveau de l'Assemblée, il n'y a pas eu de consensus. Bon, ils ont demandé au chef de l'État de laisser le processus électoral se poursuivre. Maintenant, si dans le même temps, on accuse le chef de l'État de violer certaines décisions, certains textes de la République, et dans le même temps, on lui demande de faire quelque chose pour amener
les partis politiques de l'opposition à concourir, souffre que je vous dise que nous ne savons pas ce que nous cherchons au Bénin. Nous voulons d'une chose et de son contraire. À vous écouter, Romain Aklozo, on croirait qu'il n'y a pas une responsabilité de l'exécutif dans la crise crépévo aujourd'hui, alors que Kamama Sangari va nous donner des précisions là-dessus. Le ministère de l'Intérieur, dirigé par Saka Lafia, et le ministère des Finances, dirigé par Romia Wada, ils sont accusés d'être aussi responsables de cette crise que nous traversons par la non-délivrance du certificat de conformité et des quitus fiscaux, alors bien même que les partis politiques auraient fait les démarches pour obtenir ces pièces-là, Kamama Sangari. Oui, est-ce le cas ou bien, est-ce, comme le dit Romain Aklozo, la crise est seulement logée au niveau de l'Assemblée nationale? Merci beaucoup. Il faut préciser que l'opposition n'a jamais voulu que le chef de l'État viole la Constitution. Il y a des mécanismes qui sont prévus au niveau de nos textes qui permettent de régler les situations au moment où cette situation survienne. Vous voyez, le chef d'État, soyons honnêtes, ne veut pas de la résolution de la crise. Parce que comme il a précisé, le chef d'État a reçu les forces politiques de l'opposition, il a reçu les forces politiques de la mouvance. Et au cours de cette rencontre avec les forces politiques de la mouvance, il a clairement dit qu'il est peiné et qu'il faudrait que le président de l'Assemblée puisse conduire une médiation pour voir comment ramener les forces politiques, toutes les forces politiques à participer à une élection inclusive. Mais je vous dis, ce n'est que du dilatoire. Parce que la première action que le chef d'État pourrait faire, si vraiment il voulait la raison de la crise, c'était de donner des instructions au ministre de l'Intérieur pour dire étudier les dossiers des partis politiques qui ont déposé les réponses aux observations et s'ils sont à jour, délivrer leur certificat, leur récépissé provisoire. Et que également on puisse avoir au niveau du journal officiel l'impression comme l'ont bénéficié les partis de l'opposition. Parce que je vais vous dire, de la mouvance, je vais vous dire, ils ont reçu leur récépissé aujourd'hui. Le lendemain, une publication est sortie. Et sur le lendemain, le ministère de l'Intérieur a donné le récépissé définitif. En sachant pertinemment qu'au niveau du journal officiel, c'est chaque quinzaine qu'il y a parution. Ça veut dire quand il s'agit des forces politiques de la mouvance, il y a un coup de pouce qui vient. Je vais vous dire, c'est vrai, nous avons dénoncé la charte des partis politiques, nous avons dénoncé certains articles du code électoral. Mais ce n'est pas autant qu'on s'est refusé de nous conformer. Parce que le jeu démocratique veut que quand vous estimez que quelque chose n'est pas bien, il faut le dire. Mais étant donné que la loi a été votée, en tant que bon démocrate, on se conforme. C'est dans ce sens qu'au niveau de mon parti, FCBE, nous avons été à un congrès le 29 décembre. Et le 31 décembre, nous avons déposé tous nos documents au ministère de l'Intérieur. Il faut préciser que c'est bien après nous que FCDB a déposé son dossier. C'est bien après nous que le PRD également a déposé son dossier, pratiquement à la fin du mois de janvier. Mais qu'est-ce qu'on a observé? Le 4 février 2019, nous avons déposé notre dossier, comme je l'ai dit, le 31 décembre 2018, le 4 février, le ministère de l'Intérieur a fait des observations à tous les partis politiques qui ont déposé leur dossier, à tous les partis sans exception. Mais grande a été leur surprise de constater que le 12 février, le parti FCBE était le premier parti à venir déposer les réponses aux observations faites. Parce qu'on ne le veuille pas, il y a un travail sérieux qui a été fait. Et nous avons eu pratiquement moins d'observations que les autres. Donc le 12 février, on était les premiers. Et tout ce qu'on a fait, on l'a fait avec la presse. Parce que demain, qu'on ne nous dise pas que vous ne vous êtes pas conformés. Donc le 12 février, on a déposé. Et c'est bien après. Je peux me souvenir qu'on a déposé le matin, le soir, le bloc républicain aussi est venu déposer. Les autres sont venus déposer bien après. Mais grande a été notre surprise de constater que le 21 février, c'est-à-dire le premier jour du dépôt des dossiers de candidature, nous recevons une notification de non-conformité, mais avec des observations nouvelles qui n'étaient pas parmi les observations qu'on a reçues le 4 février. Mais si vraiment le ministre de l'Intérieur voulait délivrer le récépissé ou le certificat en griffe au parti de l'opposition, c'est que toutes les observations devaient être recueillies pour le 4 février. Mais pourquoi donner une partie des observations et attendre le 21, le jour pour dire qu'il y a encore de nouvelles observations qu'on a oubliées? Ce qui n'a pas été le cas pour les partis de la mouvance. Mais malgré ça, nous avons convoqué de toute urgence un congrès le 22 février
Et le 22 février soir, nous sommes allés apporter des réponses aux nouvelles observations reçues le 21. Mais parallèlement, nous sommes quand même dans un pays démocratique, comme on le dit. Mais nous avons saisi la Cour suprême pour dire, voilà, nous avons rempli toutes les observations données par le ministère de l'Intérieur le 4 février. On a été surpris de connaître qu'il y a de nouvelles observations qui ne nous étaient pas notifiées. Sur cette base, on ne nous donne pas le récépissé. Mais le 26, la Cour suprême a dit qu'elle n'est pas compétente. Même si là, on pourra en dire. Mais avant le 26, le chef d'État a reçu les forces politiques de l'opposition le 25. Et il faut dire que cette rencontre a été proposée par les forces politiques de l'opposition. Mais ce n'était pas uniquement les forces politiques de l'opposition, parce qu'on voyait déjà le danger qui nous guettait. On a dit au chef d'appeler toute la classe politique, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, pour qu'une discussion se fasse. Mais là, vous voulez rencontrer seulement ceux de l'opposition, et l'opposition est allée. Et vous avez vu, au cours de cette rencontre, des images qui ont circulé. On a vu ces images-là. Mais déjà, après les nouvelles observations, est-ce que le ministère vous a délivré votre certificat? Où quand même, on a compris qu'il y a eu une malcompréhension entre le chef d'État et les forces et les partis politiques qui sont allés dans l'interprétation même du texte. Mais ce que nous on a fait, quand le 25, le chef d'État a dit comment il comprenait ces textes-là, parce qu'il faut le dire, il disait que le parti Force Cohésion Bénin, par exemple, a mis plus de 1155 membres fondateurs. Or, le parti est créé il y a plus d'une année avec 287 membres fondateurs. Donc, il ne peut pas avoir de nouveaux membres fondateurs. Donc, dire qu'on a mis 1155 membres fondateurs, c'est une fausse déclaration. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que le parti FCB n'est pas dans la création de parti, et nous sommes dans une mise en conformité. Et quand vous prenez les anciens tests et les nouveaux, la différence était au niveau des 15 membres par commune. Donc on a certifié à ça, mais malgré ça, quand le chef d'État a parlé de la sorte, le 26, on a fait un complément de réponse en prenant en compte la volonté du chef de l'État. Du 26, quand le ministre de l'Intérieur quand on a saisi la Cour suprême, le 25, le ministre de l'Intérieur nous a répondu pour nous dire que lui attend la réponse de la Cour suprême avant de nous donner une suite. Le 26, quand la Cour suprême s'est déclarée incompétente, nous avons en même temps saisi le ministre de l'Intérieur pour dire la Cour suprême s'est déclarée incompétente, nous attendons maintenant votre réponse. Et je peux vous dire, du 26 jusqu'à cette date, nous n'avons reçu aucune lettre du ministre de l'Intérieur. Voilà la diligence qu'on peut traiter. Là, vous semblez plutôt ostraciser la responsabilité du gouvernement. Alors là, qu'on voit clairement que depuis le 26 février, c'est bien cela, à cette date, le ministère de l'Intérieur n'a pas cru devoir bon de délivrer le certificat de conformité à ces partis-là, dont FCBE, qui se sont conformés aux observations nouvelles. Et là, que dites-vous? Au début de son intervention, M. Kama disait que le chef de l'État n'a pas voulu et ne veut pas de la résolution de la crise. Mais je m'inscris en faux contre cette conclusion. Et après la décision de la Sénat de faire concourir les deux partis, UP et BR, le chef de l'État aurait pu donner carte blanche à la Sénat de poursuivre le processus. Mais le chef de l'État a rencontré les partis politiques de l'opposition. Après les partis politiques de la mouvance, a demandé au président de l'Assemblée nationale d'entamer des consultations avec toutes les forces politiques afin de trouver une solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef de l'État est bien dans l'optique de la résolution de la crise entre griffes. Vous voyez. Maintenant, par rapport à tout ce que M. Kama a détaillé, par rapport au certificat de conformité et autres, il l'aurait fait dans le temps, et il l'aurait fait avec minutie et l'expertise nécessaire que nous n'en serons pas là aujourd'hui. Comment? Comme mais pourquoi UP et BR sont aujourd'hui en règle? Vous savez, le chef de l'État est quelqu'un de très méthodique.
de très méthodique. Qu'on le veuille ou pas, il avait un œil sur l'établissement et tout ce qui se faisait au niveau de la confession des listes. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui empêchait les autres partis politiques d'aller vers l'expertise nécessaire pour pouvoir déposer les dossiers à temps, les dossiers dans les normes, pour ne pas se faire recaler à la fin. Selon l'explication de M. Kama Wazangayi, les dossiers ont été déposés à temps, les observations ont été faites à temps, mais Gromio Aklozo, qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, que le ministère de l'Intérieur n'ait délivré le certificat de conformité à aucun parti politique jusqu'à ce jour alors qu'ils se sont conformés aux règles? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Comment expliquez-vous cela, M. Gromio Aklozo? Maintenant, cher ami, et comme le chef de l'État, je suis peiné de voir que c'est seulement 2 partis qui sont retenus pour concourir. Prions pour qu'il y ait... croyons toujours en ce qu'il y ait toujours une sortie de crise. La prière doit-elle intervenir là où le droit doit prévaloir? Non, on parle de respect des tests. Prions, et le ministère de l'Intérieur a-t-il le droit, selon vous, de ne pas délivrer le certificat de conformité à ceux qui sont conformés aux règles? Est-ce normal dans un état de droit? Souffrez que c'est l'administration et que je ne suis pas du ministère de l'Intérieur. Le ministère a sûrement ses raisons. Et je crois à la bonne foi du chef de l'État. Et il a exprimé à volonté devant les médias, devant les représentants des partis politiques de l'opposition. Et souhaitons qu'il y ait, ce n'est pas encore tard, souhaitons qu'il y ait un dégel et que les choses rentrent dans l'ordre afin qu'on parle franchement de développement. Vous voyez, depuis qu'on est là, ça fait plus de 30 minutes, on ne fait que parler politique. Mais quand est-ce qu'on va parler de développement dans ce pays? Non, c'est le lieu de parler politique, puisque nous faisons un bilan politique. Alors, sans plus tarder, on va évoluer. Gromio Aklozo est bien d'accord qu'il y a un problème au niveau de l'administration, bien qu'il n'ait pas les éléments d'appréciation pour dire quelles sont les manœuvres qui empêchent cette délivrance-là. Il reconnaît quand même que cela est dû à un problème administratif, quoique nous sommes dans une période électorale, une période sensible, et avec ces questions, l'administration devrait faire diligence, comme l'a dit le chef de l'État, pour délivrer ces certificats de conformité. Alors, il apparaît un peu inquiétant quand même d'observer qu'à l'étape là, l'administration puisse encore piétiner. Quand je parle de l'administration, je reviens à ce que M. Kama disait par rapport aux quitus fiscaux. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand les amis de l'opposition viennent à la télé, viennent devant les médias et disent qu'ils n'ont pas reçu leur quitus, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé avec les candidats de la mouvance. Vous ne savez pas ce qui s'est passé avec les... Non. Il y a plein de sympathisants de la mouvance, des potentiels candidats qui n'ont pas reçu leur quitus. Mais d'autres en ont. Mais je peux vous donner des noms, mais je m'évertue à ne pas le faire, pour ne pas le livrer ici. Mais il y a plein de sympathisants de la mouvance qui n'ont pas eu leur quitus pour une raison ou une autre. Ça, c'est l'administration béninoise qu'on essaie, et le président Talon, avec les réformes, essaie de corriger toutes ces choses. Sur cette question des quitus fiscaux, autre rumeur à cause dans l'opinion, il y a cela qui circule, cette rumeur qui circule, que les membres de l'opposition n'ont véritablement pas satisfait aux exigences pour recevoir les quitus fiscaux. Kama Wazangayi, c'est l'occasion de situer l'opinion. Non, vous voyez, c'est les éléments de langage distillés par nos amis de la mouvance. Vous voyez, je ne voulais pas trop revenir sur les quitus, mais ils m'en donnent l'occasion. Ce n'est pas évident que vous voyez aujourd'hui un membre de l'opposition qui ne soit pas à jour du paiement de ses obligations fiscales jusqu'à l'année 2019. Malgré que la loi ait prévu les 3 dernières années, ce n'est pas évident. Je vous donne un exemple simple. Notre secrétaire exécutif national, l'honorable Dianotin, c'est le dossier que moi, j'ai suivi personnellement en tant que conseiller juridique. Le ministre d'État Komi Kouché, j'ai suivi leur dossier. Ils ont reçu une première observation pour leur demander de se rapporter à certaines recettes fiscales. Nous sommes allés. Ils ont dit, il y a tel, vous n'avez pas soldé. On a soldé. On a fait une réclamation au niveau des impôts, avec un huissier de justice. La première réclamation a été faite, troisième réclamation.
Mais quand vous allez, on a eu les soldes zéro dans toutes leurs recettes fiscales. Soldes zéro, ça veut dire qu'ils sont à jour du paiement de leurs obligations fiscales. Mais jusqu'à aujourd'hui, nada. On n'a rien reçu. Et un truc simple. Prenez le quitus fiscal du ministre Gani Osoglo. Ça a été imprimé depuis le 14 février. Mais il n'a reçu son quitus qu'à 1h30 de la clôture du dépôt des dossiers. Parce que vous voyez, il a un système qui a été mis en place au niveau des impôts, et c'est là il faut saluer la réforme qui a été faite, où quand on valide votre dossier, le quitus est imprimé avec la date en même temps. C'est-à-dire, et on sait déjà quand elle s'est imprimée. Mais le quitus de Gani Osoglo a été imprimé le 14. C'est-à-dire qu'il pouvait prendre son quitus le 14, mais ils ont gardé le quitus. Et ils ont attendu 1h30 avant la clôture de lui remettre. C'est pour dire qu'il y a eu des actions qu'on a connues dans cette administration qui forcément doivent nous pousser à comprendre qu'il y a eu blocage à ce niveau. Et je reviens pas au niveau du... J'aimerais quand même avoir la réaction de Roméo Clozo sur ce point. Oui, comme... solde zéro au niveau de Komikuché et de l'honorable Valentin Dienontin qui ont soldé. Solde zéro, on prend ces deux cas-là, sinon c'est trois cas avec l'honorable Bako qui ont soldé zéro. Vous avez la confirmation et qui attendent toujours leurs quitus fiscaux. Il y a le cas de Gani Osoglo qui son quitus a été imprimé depuis le 14, mais il ne l'a reçu qu'à 1h30 de la clôture. Comment l'expliquer si ce n'est pas, comme le disent certains, une manœuvre pour bloquer les opposants? Voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour les opposants que vous entendez. Mais il y a des sympathisants, des amis de la mouvance présidentielle qui n'ont pas leur quitus jusqu'à ce jour. Il y a d'autres qui l'ont eu 1 heure, 2 heures avant le dépôt des dossiers. Il y en a parmi ce lot, des députés que je connais personnellement, il y en a parmi ce lot, une grande dame dont le père fut un grand politicien dans ce pays, et parce qu'elle n'a pas eu son quitus, elle n'a pas été positionnée sur la liste. Il y a encore un grand monsieur de la vallée de l'Ouémé, c'est le même cas. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu son quitus. Mais pourtant, il a eu l'information, il a eu le message des jours avant pour lui dire que c'est prêt. C'est pourquoi je vous dis, l'administration béninoise, il y a du travail à faire. Nous sommes dans les réformes. Donnons du temps à l'administration. Vous savez, il y a le temps, les politiciens n'en ont pas eu parce que ce quitus fiscal-là, ces quitus fiscaux étaient nécessaires pour quand même la marche de la machine électorale. Excusez-moi. Comment faire prévaloir de la défaillance de l'administration pour expliquer que des citoyens n'aient pas pu avoir leur quitus, leur pièce pour compétir pour des élections législatives? Ce qu'il faut noter, l'administration publique n'est pas composé uniquement que de mouvanciers. Dans cette administration, il y a même plus de cadres qui ont été cooptés par l'ancien régime. Vous voyez, c'est l'administration qui est comme ça, lente, c'est l'administration qui est comme ça. Et souffrons que les choses se soient passées comme ça et travaillons à les améliorer pour que d'ici les élections communales, tout aille pour le mieux. Pour les uns et les autres. Merci Romain Clozo. Kamara Sangari, défaillance au niveau du ministère de l'Intérieur, défaillance au ministère des Finances. Il ne s'agit pas de manœuvres politiques pour empêcher les opposants d'aller aux élections. Vous voyez bien la réponse de Romain Clozo. Vous voyez, il faut faire un parallèle. L'administration béninoise, c'est vrai que le président Yaya a fait 10 ans, mais ne pensons pas que tous ceux qui dans l'administration ont été recrutés par le président Yaya. En plus, le président Yaya ne sait même pas ceux qui sont recrutés. Donc il y a l'administration qui s'occupe d'un projet de recrutement, ceux qui c'est un Béninois qui ont été recrutés, et chacun joue sa partition. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand on pose des problèmes de l'administration, c'est que ça ne se répète véritablement que contre les forces de l'opposition. Je vais vous dire un truc. Ne condamnons pas surtout l'administration. Le 21 février, le jour où on a reçu la notification de non-conformité, je peux vous dire, et je pense que toutes les forces politiques qui sont dans la même situation peuvent également le dire, quand nous avons reçu le coup de fil du ministère de l'Intérieur, un coup de fil qu'on a reçu à 23h30, ce qui prouve que l'administration se pliait en quatre pour répondre.
Nous sommes allés le matin pour prendre. Quelle réaction on a eu au niveau des cadres du ministère? Félicitations, vous ne venez plus nous embêter ici. Parce qu'on était chaque matin, chaque soir, au niveau du ministère de l'Intérieur pour demander notre truc. Quand on vous dit félicitations, vous ne venez plus, parce que d'après le travail qui a été fait, nous devons avoir notre récépissé. Mais grande a été notre surprise de constater qu'on n'a pas eu le temps, c'est une notification de non-conformité, avec des erreurs pas possibles. Ça prouve déjà que ce n'est pas forcément les cadres qui ont fait le travail d'études, qui ont fait le truc. Et quand vous allez voir, avec les visas qui étaient prévus, tout le monde n'a pas, c'est pas le visa qu'on a eu. C'est que c'est un truc qui a été fait dans un bureau pour nous noter. Et c'est ça qu'on dit que c'est politique. C'est politique. Et nous ne condamnons pas surtout, toujours l'administration. Merci. Vous voyez, nous sommes dans une démarche de renforcement de notre démocratie. On ne peut pas aller dans le renforcement de notre démocratie sans que toutes les composantes de cette démocratie participent aux élections. Aujourd'hui, c'est vrai, certains se disent qualifiés. Mais quand vous prenez même le bloc républicain, le bloc progressiste et, bon, je ne sais pas, républicain progressiste, vous allez voir, chaque fois qu'ils commettent une faute, ce n'est que des erreurs mineures, ou bien des fautes mineures, parce qu'on a voulu nous faire une leçon sur erreur et faute. Mais il faut savoir que c'est toujours des mineurs chez eux. Mais ce qui est mineur chez eux me devient une faute grave chez les opposants. Et aller même, parce qu'on a eu des documents qui ont circulé, où un commissaire a fait un document qu'ils ont dit confidentiel, où il y a un des blocs qui n'avait même pas son logo. Mais malgré ça, c'est une faute mineure. Donc, vous dire que le traitement qui se fait quand c'est les autres et un autre traitement quand c'est l'opposition. Donc, souffrir alors qu'on puisse dire que quelque chose ne va pas. Nous ne devons pas trop politiser ce qui se passe, parce que c'est ce qui s'est passé, par exemple, en Côte d'Ivoire. Quand la coordination et où étaient intervenus dans leurs conditions, chacun a voulu tirer le drap de son côté. Mais aujourd'hui, c'est la crise que le pays a traversée. Nous ne voulons pas que cette crise vienne au Bénin. Donc c'est pourquoi nous faisons tout. Nous faisons tout. Et vous ne pouvez pas savoir comment nous calmons les gens pour que ce pays ne puisse pas basculer. Et j'ai foi que ce pays ne basculera pas. Parce que, comme le dit, il y a toujours un génie béninois qui va émerger au dernier mois pour régler les choses, pour que le Bénin puisse reprendre sa route de démocratie. Merci beaucoup. Une dernière question avant de prendre vos mots de conclusion sur le bilan politique. La gouvernance, sinon, les 3 ans sous Patrice Talon, l'homme a surtout été accusé aussi de ne pas respecter les décisions de justice. Vous savez, il y a cette décision-là de la Cour africaine des droits de l'homme qui n'a pas été respectée, CHDP, je crois, et bien d'autres décisions concernant la Fédération béninoise de football qui ne veut pas tenir une session entre-temps à Porte-Nouveau. Michel Adiaka, entre-temps président de l'UNAMA, a dénoncé cela et bien d'autres décisions. Quand on parle de la disposition des couleurs du drapeau national, des couleurs du drapeau national, il y a une décision de la Cour Olo qui a condamné cela, mais malgré ça, le gouvernement, les documents administratifs portent toujours, alignent toujours les couleurs selon la disposition condamnée. Et puis, que ce soit les dispositions de la Cour constitutionnelle, les décisions des tribunaux, les décisions des cours, de nos cours sous-régionales, il y a cette violation-là des décisions par le gouvernement. Comment expliquez-vous cela alors que l'homme a dit qu'il venait pour rétablir tout ce qui se faisait de mal sous le régime Gouni-Yahi? On savait que sous ce régime, il y avait aussi eu beaucoup de violations des tests, des libertés, etc. Et voilà ce régime, cet homme qui dit qu'il veut faire autrement, gouverner autrement, que c'est la rupture, c'est le nouveau départ, et qui se met, sinon, selon les opposants, dans les mêmes travers. Comment vous jugez cela? Je vais prendre juste 2 exemples. La disposition des couleurs et ce qui s'est passé à la Fédération béninoise de football. Par rapport à la disposition des couleurs, si en temps, il y a déjà un contrat avec un fournisseur ou bien un concessionnaire pour livrer les documents avec les sceaux et autres, et qu'il y a une décision de la Cour qui dit non, ce n'est pas bon, les dispositions des couleurs, est-ce qu'il faille par exemple suspendre le contrat avec l'entreprise en charge de confectionner ces trucs et payer plus tard des milliards dans un environnement où
On a besoin de l'argent pour l'exécution du page. Par rapport à la Fédération béninoise de football. On ne va pas aussi simplement quitter ce dossier. Quand vous parlez de milliards de contrats avec une société, est-ce à dire que depuis la Kouolo jusqu'à ce jour, les sociétés qui ont en charge ces contrats-là ont imprimé les fiches mais les choses ont évolué de ce temps-là jusqu'à maintenant? Est-ce à dire que si vous savez bien, les choses ont évolué pour changer la disposition en son temps, mais il a fallu du temps. Mais les choses ont évolué. C'est de ça qu'on parle. Les choses ont évolué et on n'a pas perdu des milliards. Mais il y a eu violation. Dans une décision de justice, par exemple, par rapport à ces dossiers. C'est ça qu'il faut retenir. Revenons au tribunal de Porto-Novo. Au tribunal de Porto, par rapport à la Fédération béninoise de football. Vous savez, les ingérences de la FIFA depuis les années 2010, avec tout ce qu'on a eu comme problème, la suspension du championnat. Mais quand le président Talon est venu, en bon connaisseur, il a su faire ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, le résultat est là. On a installé une autre fédération avec à sa tête Mathurin de Chacus, qui fait du bon travail. On a la reprise des championnats nationaux. On a aujourd'hui les écuries qui se sont qualifiés pour la CAN. Mais c'est ça qu'il faut retenir. Et cela excuse la violation de la décision. Cela n'excuse pas forcément la violation. Cela n'excuse pas forcément la violation. Mais si dans un premier temps, on a pu faire économie de milliards, dans un deuxième temps, on a pu remettre le sport sur le terrain, au lieu d'en parler tout le temps dans les médias, sur les chaînes de télévision, sur les radios, que la balle ne roule pas sur le terrain. Et qu'aujourd'hui, les écuries se qualifient, mais c'est l'essentiel qu'il faut retenir. C'est l'essentiel. Maintenant, bon, c'est ce que vous retenez. Il faut maintenant faire les choses de façon à ce qu'on n'ait pas toujours à revenir sur les décisions ou bien à ne pas respecter les décisions. Les respecter comme cela se doit. Mais nous sommes dans cette logique, d'où les réformes. Et quelle explication donnez-vous au non-respect de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur l'affaire Adjavon? Par rapport à Macky Sall, vous avez... Non, Adjavon, l'affaire Adjavon. Oui, je ne refuse pas. Nous sommes au Bénin. nous sommes au Bénin, mais nous sommes dans un même conglomérat avec le Sénégal, le MOA. Mais déjà, mais vous savez ce qui s'est passé de l'autre côté. Ça n'a pas empêché les choses d'évoluer normalement. Je ne veux pas tergiverser par rapport au dossier Adjavon. Vous savez, je ne veux pas tergiverser par rapport au dossier Adjavon. Non, pas sur le fond, mais déjà le non-respect d'une décision d'une cour régionale. Vous savez, comme l'a dit M. Kama tout à l'heure, le génie béninois a quelque chose d'exceptionnel et nous pensons que les choses rentreront dans l'ordre comme cela se doit. Au-delà de tout, moi je ne vois plus la décision, moi je vois une probable réconciliation, même si ce n'est pas cette année, en 2020 mais en 2021, une probable réconciliation entre les frères Adjavon et Talon pour le bonheur du peuple béninois. Je vais au-delà de la décision comme ça. C'est noté. Monsieur Kama Sangari, nous parlons là de la justice sous Patrice Talon, des décisions. Vous l'avez suffisamment martelé dans l'opinion. Les décisions sont violées et Roméo Aklozo l'a admis, il n'a pas rejeté ces violations par l'exécutif, violations tant au niveau de la Cour constitutionnelle, tant au niveau des tribunaux du pays comme les tribunaux de nos régions. Alors, pour vous, ces violations-là constituent en même temps une tache d'huile dans la gouvernance de Patrice Talon, contribue à la destruction de l'édifice démocratique, comme vous aimez le dire. Non, c'est pas comme nous aimons le dire, mais peut-être ce qui est. Vous voyez, je vous ai dit au début de mon propos, c'est ceux qui ne connaissaient pas l'homme, c'est eux qui pensaient qu'il y a beaucoup de choses qui allaient se faire. Mais vous voyez, le président Talon devait être celui qui était le garant de toute décision de justice. Parce qu'il a subi une décision au temps du président Yahi. Il y a une condamnation du Bénin. Et quand vous vous rappelez de face à face, il a traité un État qui ne respecte pas les décisions de justice d'un État voyou. Ce qui veut dire que s'il venait, il allait être le symbole de toute application d'une décision de justice. Mais quand on prend le drapeau, je vais parler du drapeau béninois, parce que ça, au moins, c'est notre identité.
En aucun cas. Alors, il faut dire, la présentation que je fais n'est pas la présentation du drapeau béninois. La Cour constitutionnelle l'a reconnu. Eux-mêmes sont conscients de ça. Même s'il y avait un contrat, les tests permettent d'appeler le titulaire du marché et voir comment. Parce que ce n'est qu'une disposition qu'il faut changer. Ça n'a rien à voir avec le montant du contrat qu'il peut y avoir. Mais c'est le graphisme qu'il faut seulement changer. C'est-à-dire, ne pas le faire, c'est parce qu'on ne veut pas appliquer cette décision de la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, quand je fais un parallèle avec le certificat de conformité, si le président Talon refuse d'appliquer la décision de la Cour en ce qui concerne la disposition des drapeaux, pourquoi veut-on alors que certains respectent le certificat de conformité imposé, qui est même imposé à 3 mois des élections en violation du protocole de la CEDEAO? C'est pour vous dire pourquoi eux doivent violer et ne veulent pas que des gens contestent une décision qui viole même des protocoles auxquels nous devons faire partie. Et quand vous prenez le drapeau, la décision de la... Je tombe alors, je vais au niveau de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme concernant le président Adjaouan. Il faut d'abord saluer l'homme qui a voulu régler tout dans le droit. Il a saisi les tribunaux ici, il a fait les différences avec il faut mener, aller au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, où au moins on était sûr que la décision qui allait sortir allait être une décision impartiale. Parce qu'on a des difficultés à avoir des décisions impartiales à l'intérieur du pays. Mais la Cour a condamné. Et comme le veulent les choses, c'est encore le président Talon qui est président de la République. Mais c'est la Cour, même avant d'avoir cette condamnation, la Cour avait demandé alors une suspension de la décision de la criette. Une criette dont un article a été déclaré bien après qu'on ait mis ça en application. La Cour constitutionnelle a déclaré un article contraire à la Constitution. Et dans la décision également, la criette a été remise en cause parce qu'il n'a pas eu le double degré de juridiction au niveau de cette criette. Donc vous voyez, ceci ne fait pas bien pour l'image du pays. Parce qu'aujourd'hui, comme le président même l'a dit, le refus de mettre en exécution cette décision de justice amène la communauté internationale à considérer le Bénin comme un État voyou. Monsieur Kamon Azagaï, vous profitez en même temps pour faire en quelques mots votre bilan politique des 3 ans de gouvernance de Patrice Talon. Non, en quelques mots, qu'est-ce que vous retenez de cette gouvernance? Est-ce que la rupture tant annoncée, le nouveau départ tant annoncé est finalement une illusion ou bien c'est véritablement un idéal en marche aujourd'hui? Non, soyons honnêtes, la rupture n'est qu'une illusion. Nous tendons petit à petit dans un régime dictatorial ou avec un régime qu'on n'a même pas connu dans les régimes les plus forts dans la dictature. Parce que si on se laisse faire, si le peuple se laisse faire, on va assister à une Assemblée nationale très prochainement avec 83 députés. Déjà, avec 62 députés, on a vu ce qui s'est passé. Maintenant, avec 83 députés, on ne pourra même plus venir faire des débats ici. Parce qu'il suffit de dire le président n'est pas beau, on vient vous chercher. Donc, il faudrait quand même que le jeu démocratique se fasse, que toutes les forces politiques. Parce que il faut que nos politiciens aient le préambule de notre Constitution. Il y a déjà longtemps qu'on a refusé avec l'espoir que dans les prochains jours ou bien dans les prochaines heures, le chef de l'État puisse prendre une décision pour rétablir la situation, pour des élections inclusives. Vous voyez, moi j'ai foi que toutes les forces politiques iront aux élections. J'ai foi que toutes les forces politiques. Merci Kamara Parce qu'on ne le veuille pas, l'application de notre Constitution sera faite. En toutes ces dispositions. Merci Kamara Sagaï. Romain Aklozo, votre bilan de la gouvernance politique sous Patrice Talon en quelques mots. Comme je le dis, on a essayé quelque chose depuis la Conférence nationale des forces vives de la nation de 1990. À un moment donné, on a voulu essayer autre chose parce que jusque-là, on a eu que des politiciens commerçants, marchands. Le peuple n'a vraiment rien gagné de concret avec cette politique, avec cette manière de faire la politique. On a voulu changer les choses, on a mis des réformes en place. Les réformes ont été mises en place il y a à peine 1 an. On essaie de les évaluer. On va aller mollo à notre rythme. Et vous verrez que d'ici là, tout le monde va s'y conformer, va s'y habituer.
Et on oubliera tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. L'autre chose, quand M. Kama dit que nous sommes en train d'aller vers un régime dictatorial, il dit non. Mais aujourd'hui, lui, il est là. On est sur un plateau, un contradictoire. Dans un régime dictatorial, il n'aura pas. Sur les réseaux sociaux, les gens s'expriment tous les jours, bon gré, mal gré. Sur les chaînes de radio, c'est la même chose. Il y a certes des choses, les gens, il y a des réformes, il y a de nouvelles donnes, les gens ont du mal à s'adapter, c'est normal, mais de là penser que nous sommes en train d'aller vers une dictature, puis je dis non, la loi est due, c'est la loi, il faut la respecter. Faisons notre chemin avec les nouvelles réformes et le moment viendra, on fera le bilan. Merci Romain Aklozo. Nous abordons à présent le volet économique. Des options ont été faites par le gouvernement béninois. Il s'agit entre autres de la liquidation des structures du ministère de l'Agriculture, dont la SONAPRA, l'ONASA et autres, de la mise en gestion déléguée du port de Cotonou, poumon économique du Bénin et bien d'autres structures. Comment appréciez-vous ces choix-là, Kamawa Sangari? Merci beaucoup. Mais avant de il faut savoir que les gens s'expriment librement dans les réseaux sociaux, mais beaucoup sont en prison. Thibaut Ogou, Korogoné, Savi Sira, parce qu'ils se sont exprimés, parce qu'entre parenthèses, il paraît qu'ils se sont exprimés dans les réseaux sociaux. Donc, dans la gestion. Voilà encore une loi qui a été votée au cours de ce mandat. Mais le bilan économique. C'est vrai que nous sommes revenus beaucoup plus sur la liquidation de ces différentes sociétés. La gestion déléguée, on a entendu l'affermage. Foison. Pour la SONAPRA, je peux en parler parce que j'ai été un produit de cette société. Je suis un produit de cette société. Mais ce qui est dommage, c'est que quand vous faites un parallèle toujours, vous remarquez que c'est des structures qui ont peut-être qui sont dans les mêmes activités que les poids du chef de l'État. Oui, mais en général, sur les autres options, la gestion déléguée non, du port, c'est pas là qu'ils ont commencé. C'est pas là qu'ils ont commencé. C'est pas là qu'ils ont commencé. Les structures qui sont dans les mêmes activités que les poids du chef de l'État, c'est ces structures qu'on a balayées. Après, ils ont regardé les structures où il peut y avoir une entrée de fonds considérable. Et chose bizarre, quand vous prenez même l'aéroport, c'est des rencontres qui ont eu lieu même, avant même que le titulaire du marché ait le marché. Il y a déjà eu une entente bien avant, au lendemain déjà de la prise de service du chef d'État, le premier mois. C'est pour vous dire qu'on savait déjà là où on voulait aller. Et c'est en violation flagrante des tests qu'on a, de notre code des marchés publics et autres. Mais au fait, c'est ça qui fait mal. Parce que quand on remarque qu'au fil des jours, que le poumon économique, le poids économique se concentre dans les mains d'un clan, on se dit, est-ce que nous ne sommes pas tous fils de ce même pays? Donc, en termes de bilan économique, il y a beaucoup de choses à revoir. Et quand vous voyez... Il y a beaucoup de choses à saluer aussi. Oui, vous voyez, je me garde de saluer parce que quand vous prenez la proportion entre ce qui est à revoir et ce qui a été fait, elle est grande en mauvais. Oui, aujourd'hui, le président Talon est en train d'œuvrer pour que les générations futures puissent avoir un poids d'endettement considérable. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Prenez le taux d'endettement d'abord qu'on a prenez en 2016 et prenez ce qui se passe. Et vous allez voir la plupart des actes qui sont faits, le paiement se fait à partir de 2024-2025. Il n'est plus là. Ça veut dire qu'il met le prochain gouvernement dans une situation difficile. Bon, vous savez, aujourd'hui, nous sommes le citoyen béninois n'est pas le citoyen béninois de 2016. Aujourd'hui, à peine les gens font un repas par jour chez eux à la maison. Or, il y avait l'abondance au niveau du Bénin. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça veut dire que les réformes engagées par le chef d'État posent problème et qu'il faut forcément revoir tout en fond. Roméo Aklozo, les réformes économiques engagées par le chef de l'État ne donnent pas la promesse des fleurs, selon Kamawa Sangari. Je m'inscris en faux. Et de façon globale, on doit se demander pourquoi ces réformes, pourquoi l'affermage d'un côté et délégation d'un autre, on doit se demander. Mais
pendant 60 ans, les entreprises publiques ont-elles vraiment contribué au développement du Bénin? Mais non. Chaque fois, l'État met de l'argent. Chaque fois, l'État investit de l'argent. Mais chaque fois, on remarque que ces entreprises ont toujours des déficits considérables. Aujourd'hui, avec la Sobeba, on a injecté de l'argent dans la Sobeba avec la production cotonnière. Mais jusqu'en 2015, 2016, la Sobeba, c'est la société je parle de la Sonapra, excusez-moi. Jusqu'en 2015-2016, la production cotonnière, c'est moins de 300 000 tonnes. C'est moins de 300 000 tonnes, malgré les subventions au niveau de cette maison Sonapra. Mais à partir de 2016 jusqu'à aujourd'hui, 2016, c'est déjà 452 000 tonnes. Après l'année qui a suivi, c'est 698 000 tonnes. Mais là, on est à 700 000 tonnes, sans subvention, s'il vous plaît. On table sur 1 million de tonnes d'ici 2 ans, 3 ans. C'est ça en réalité. Vous allez au niveau de Bénin Télécom, Libercom. On a investi pendant des années. Mais qu'est-ce que ça a donné? Aujourd'hui, petit à petit, la maison est en train d'être réformée. Les choses sont en train d'être mises à place. On voit. Vous voyez, en somme, on est, comme je vous ai dit, on est dans une transition. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises à place. Et on sent les retours dans le panier de la ménagère, qui n'est pas toujours reluisant, mais dit que les gens ont du mal à avoir un repas par jour. Je dis que c'est aller un peu trop vite en besogne. Il a parlé aussi du taux d'endettement. Excusez du peu, le taux d'endettement ne signifie pas forcément mauvaise gouvernance ou bien mauvais présage. Mais dans la sous-région, en Côte d'Ivoire, c'est le premier pays en matière d'endettement. Mais on sait ce que la Côte d'Ivoire représente comme Eldorado économique, pour parler... Comme quoi économique dans la sous-région. Dans la sous-région, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux... Si on s'endette, si les fruits de cet endettement se révèlent dans les années à venir, mais ce sera que du pain béni pour les pauvres populations. Kamama Sangari, contrairement à vous, Roméo Aklozo pense que les réformes sont structurelles en matière d'économie, sont sur la bonne voie. Et dans son discours sur l'état de la nation, M. Patrice Talon a affirmé que le taux de croissance est passé de 2,1% en 2015 à 6,5% au moins en 2018. Il annonce 7% pour 2019. Il est suivi par son ministre Wadagne qui déclare que le Bénin a l'une des meilleures économies de la sous-région. Contrairement à votre tableau que vous avez dessiné il y a quelques instants, quand même, il y a des éléments qui permettent de dire que le Bénin est quand même sur la bonne voie en matière d'économie. Non, il faut que je rectifie quelque chose. Concernant la Sonapra, bien entendu, quand on nous fait la courbe, il ne faut pas occulter que le président Talon, l'homme d'affaires Talon en ce moment, était le patron de l'ASC jusqu'en 2002. Et c'est en 2002 que l'État a repris les grénages du coton. Mais en tant que patron de l'ASC, quel impact on a eu? Et vous allez voir, de 2002, il y avait déjà cette tendance d'évolution de la production cotonnière, de 2002 jusqu'à maintenant. Mais, chose bizarre, les travailleurs qui sont dans ces secteurs, ce n'est pas ces travailleurs qui vont dans les champs. On est d'accord. Ça veut dire, en tant que connaisseur du domaine, que ces structures soient au niveau de l'État, on n'était pas sûr d'avoir ces mêmes performances pour une intégration. Et je vous dis, on ne peut pas nous fier à des statistiques si c'est un seul organisme qui fait ces statistiques. Parce que je vous dis, au temps du président Yahi, il y avait 3 structures qui faisaient les statistiques et après il y a une confrontation. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule structure qui fait les statistiques, qui donne les chiffres. Donc il faut qu'il y ait une contradiction. Il y a une remise en cause des chiffres. Je ne remets pas en cause, mais je me pose des questions. Il faudrait que ça soit clair. Mais sur les chiffres donnés par le chef de l'État en matière de croissance économique, on voit bien que sont allés le Bénin en bonne santé économique. Oui, vous savez, les chiffres, on peut les donner. Nous, ce que nous cherchons, l'impact de ces chiffres.
C'est ça le plus important. C'est vrai, on a l'impression, c'est l'impact. on fera la transition tout à l'heure, mais déjà, quelques mots pour clôturer ce deuxième panel sur l'économie. Non, en deux, trois mots. Non, je pense qu'il faut qu'on soit sincère avec ce pays, que ce n'est pas forcément le coton. C'est vrai que c'est bien d'avoir une production qui croît chaque année, mais il faut qu'on puisse aller dans de nouvelles spéculations qui peuvent jouer également le même rôle que le coton. Là, parlait tout à l'heure de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, premier producteur en Afrique, premier ou deuxième du cacao. Et pas extraordinaire, on apprend que c'est du Bénin qui sont venus chercher ce cacao. Pourquoi ne pouvons pas également faire la promotion de cette culture pour voir ce que ça peut donner, pour pouvoir compter un temps soit. L'avantage du cacao, c'est que ça lutte, qu'on le veuille ou pas, un peu contre la désertification agricole. Donc, en matière économique, on retient qu'il y a des choses à corriger, oui, il y a des choses à corriger, qu'il y a des choses qu'il faut saluer. Non, il y a beaucoup de choses à corriger, mais il faut saluer si on sent un impact sur le panier de la ménagère. Merci beaucoup, Romain Aklozo. En deux, trois mots, en matière économique, il y a de l'espoir, les choses se passent très bien. En matière économique, il y a grand espoir. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en route. Par rapport, vous savez, le PAC, c'est 3 points. Il y a la consolidation de la démocratie, la transformation structurelle de l'économie, et nous y sommes, et l'amélioration des conditions de vie des populations. Ouais, donc, nous sommes dans le deuxième point, et c'est une transformation structurelle. Ça va se rejaillir dans le temps sur le panier de la ménagère et dans les bourses. Donc, gardons foi, prenons patience et les fruits tiendront la promesse des fleurs. Sans transition, nous allons aborder le volet social. Comme vous l'avez dit, il y a de l'espérance en matière économique. Les choses sont sur les rails, mais force est de constater que cette croissance ne rime forcément pas avec l'amélioration des conditions des habitants qui, selon certaines espèces, s'appauvrissent davantage. Monsieur Kamara Sangari l'a dit tout à l'heure, il y a des citoyens qui ont difficilement un repas par jour. Sur ce plan, comment comprendre ce bilan social? Partagez-vous cet avis ou bien, selon vous, sur le plan social, tout se passe très bien également? Je vais donner une réponse par rapport à ça avant de revenir sur le bilan social du président de la République. Et vous savez, il y a beaucoup de nids de corruption qui ont été bouchés. Je prends quelques exemples. Vous avez au niveau de nos agents de force publique, des lignes de conduction ont été bouchées de ce côté. Vous allez dans l'administration. Il y avait, par exemple, 6 000 faux boussiers, des fonctionnaires fictifs. Quand vous prenez un fonctionnaire fictif qui perçoit peut-être 600 000 à la fin du mois, quand il prend ces 600 000, il y a son petit clébé qu'il appelle, qui remet 100 000. Sa copine de dehors, à qui il donne 200 000. Mais la copine, elle va chez la coiffeuse. La coiffeuse prend 20 000. La coiffeuse va au marché, elle achète. C'est tout un circuit. Mais quand ces nids ont été bouchés, mais tout ce circuit est coupé. D'où la souffrance au niveau des populations. Maintenant, nous sommes dans une transformation structurelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place et on verra d'ici là les fruits. Maintenant, si je reviens sur le bilan social du chef de l'État, quand il est venu, il a eu la poursuite des mesures de gratuité, comme la césarienne. C'est vrai qu'en temps, on a arrêté la microfinance pour faire le point, parce que là, il y a eu de la gabégie, des milliards qui sont restés dans la nature. Mais aujourd'hui, le programme a repris avec 50 000. C'est passé de 30 000 à 50 000 pour les femmes, pour les bénéficiaires. Et mieux, ces 50 000 vont directement dans les poches des bénéficiaires pour leur activité génératrice de revenus. Ce qui n'est pas forcément le cas auparavant, où on dépose des milliards, mais on met des noms, on aligne des noms de femmes sur des listes, mais tout cet argent n'allait pas vers ces femmes. Oui. Il y a par exemple
la distribution gratuite de 2 500 000 dates de naissance aux populations, c'est un acte vaillamment social. Il y a plusieurs d'autres choses qui sont en train d'être faites. Maintenant, le chef de l'État n'est pas... Plusieurs d'autres choses au niveau social, comme des repas gratuits qui sont donnés aux enfants, plus de 500 000 enfants dans nos écoles. Ce n'est pas des repas qu'on donne une fois par semaine, hein. C'est des repas qu'on donne tous les jours, du lundi au vendredi, à midi. Ce n'était pas le cas. Avant, on prenait de l'argent, on faisait sortir des trucs là, mais c'est une fois par semaine, peut-être les enfants bénéficient des repas. Mais c'est des repas gratuits chauds. Merci Romain Clozo. Kamara Sangari, un bilan là très réconfortant à entendre Romain Clozo sur le plan social. J'ai compris que mon frère Roméo ne connaissait pas le pays, justement. Et c'est peut-être à l'image de son chef. Je saute sur les repas, c'est les cantines scolaires. Les cantines scolaires ne datent pas d'aujourd'hui. Moi, comme vous le savez, j'étais à la SONAPA, je sais le nombre de fois où on a livré les produits vivriers au programme. C'était pas régulier chez vous, s'il vous plaît. Non, c'était pas régulier. Non, la seule chose que vous pouvez dire, c'est qu'on a étendu ça à plusieurs autres écoles. Mais les cantines scolaires existaient dans les... Parce que on prend en compte les écoles qui sont éloignées des zones ou pour amener les parents à faire inscrire les enfants. On a su mais l'élargissement à d'autres écoles entre dans le bilan social. Oui, ça a été là, mais on ne peut pas me dire que ce n'est pas une mesure nouvelle. Oui, c'est pas une mesure nouvelle, mais l'élargissement. Même la cantine était là depuis le temps même avant le président Yahi. Mais Yahi a poussé, a évolué. Le président Talon est venu, il a atteint un niveau. Le président qui venait en 2021 va aussi augmenter. Parce que l'idéal serait même que dans toutes les écoles, qu'on puisse servir à manger aux enfants. Ça va leur permettre d'éviter de dire qu'est-ce que je vais manger à la fin. Donc, ce n'est pas un problème niveau, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu plus d'écoles, mais qu'on ne prenne pas ça comme si c'est avec le régime Talon que les cantines scolaires sont venues. Je dis non. Mais quand on parle de la gabegie au niveau du Fonds national de microfinance, je dois rappeler que le programme avait atteint déjà 100 000 francs par bénéficiaire, parce qu'on a commencé véritablement avec 30 000 francs. Et quand vous remboursez, vous êtes à 50 000, mais on était déjà à 100 000 quand le régime est parti. Et il faut aussi reconnaître que ce n'était pas l'État même qui gérait, c'était un mécanisme de faire. C'est-à-dire là, les instituts de microfinance qui sont recrutés, à qui l'État met des fonds à leur disposition, et il y a un contrat qui est signé. Il y a une amélioration de tous ces mécanismes. Qu'on ne pense pas que c'est l'État qui mettait directement les fonds au niveau des femmes. Et il y a un contrat en bonne et due forme entre les instituts de microfinance et l'État. Donc, je vous dis, s'il a mal, il a un résultat qui doit être fait, un bilan qui doit être fait au niveau des structures. Et c'est d'ailleurs pourquoi quand l'État se met à poursuivre les dirigeants du Fonds national de microfinance, je veux dire, c'est une chasse au un dernier point sur le volet social avant de mettre un terme à cette édition. En parlant de social, vous dénoncez souvent les cas sauvages au bord des voies et notamment le vote de la loi sur l'embauche. Oui, parmi tant d'autres, parce que sinon il y en a à foison. Mais on ne peut pas détruire le tissu économique de nos mamans. Surtout dans une période où on se dit que c'est des réformes qui sont engagées et qu'on est conscient que nos mamans n'ont rien dans leur panier, sans leur proposer une alternative. Et vous allez voir, les zones qui ont été cassées, rien n'a été fait de nouveau. C'est qu'on pouvait attendre que nos mamans puissent poursuivre leurs activités et quand il y aura un projet, voir comment les replacer ailleurs pour pouvoir fonctionner. C'est ce qu'on a convaincu. La loi sur l'embauche, c'est... Non, la loi sur l'embauche, j'ai même j'ai pleuré quand j'ai vu le chef d'État aller à l'extérieur faire sa promotion, qui ne rassure même pas le fonctionnaire. Aujourd'hui, un agent public n'est pas à l'aise quand il travaille. Parce que ce qui se passe au niveau de cette loi, il n'a pas une protection de l'employé. Aujourd'hui, votre supérieur, votre employeur peut venir. Parce qu'il vous a peut-être fait la cour, vous avez refusé, il peut venir vous renvoyer. Il va vous payer 3 à 9 mois de dommages intérêts. C'est grave. C'est très grave.
Ils n'ont pas mis des conditions pour sécuriser l'employé. Si vous ne mettez pas des conditions pour sécuriser l'employé, comment vous voulez que l'employé puisse donner le meilleur de sa forme? Et en plus, nous avons quitté déjà une situation où au moins le travailleur vient travailler sans avoir le souci de est-ce que demain sera là ou pas. Merci beaucoup, M. Kawa. Donc, non, c'est qu'il faudrait quand même que l'État puisse revoir ça. En quelques mots, quel bilan faites-vous quel bilan social faites-vous? Non, le bilan social, c'est négatif. Le bilan social du président Talon est complètement négatif. Et il y a beaucoup de choses à voir. Et c'est dans le souci de... parce que c'est que quand une nouvelle assemblée va venir, où il ne sera plus majoritaire, que des lois seront votées pour permettre au peuple de pouvoir jouir pleinement de ses droits. C'est pourquoi ils sont en train de jouer au micmac pour pouvoir écarter les forces de l'opposition, ce qui ne va jamais se passer. Merci beaucoup, M. Kamara-Gari. Roméo Aklozo, loi sur l'embauche, les casses, la multiplication des tests aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, l'augmentation du coût de l'Internet. Le bilan social sous Patrice Talon n'est pas trop reluisant selon les opposants et selon la société civile et bien les citoyens aussi que vous lisez sur les réseaux sociaux ou autres. En quelques mots, vous, quel bilan faites-vous? En 2-3 mots. Voilà, en 2-3 mots. Quand on parle de casse ou dégagement, je ne suis pas d'accord. C'est plutôt de la libération des espaces publics. Et vous voyez aujourd'hui que ces espaces, trucs-là, il y a l'asphaltage qui prend corps. Tout le monde le voit dans les rues de Cotonou et partout, à Natitengo, à Parakou, à Lokossa, partout. Tout le monde le voit. Mais jusque-là, M. Ouassangari a parlé du déguerpissement, mais il n'a pas parlé du asphaltage qui a pris corps à ces endroits. Vous voyez, c'est de la mauvaise foi du côté des opposants. Nous avançons. Sur la loi sur l'embauche, rapidement. Sur la loi sur l'embauche, je comprends l'intention du chef de l'État. C'est de faire venir les investisseurs, leur donner la possibilité de recruter à foison. Parce que qu'est-ce qui se passait? Quand il y a un employé, il a des problèmes avec son employeur. Et quand on va à la justice, mais l'employeur paie des millions. Vous voyez, c'est un peu ça. Maintenant, ce que je pense, c'est que après avoir réussi à amener des investisseurs, à un moment donné, cette loi sera révisée parce qu'il y a des choses qu'il faut revoir et je suis d'accord sur ce point. Merci beaucoup. Et donc, le bilan, selon vous, positif, négatif? Le bilan globalement positif, mais avec beaucoup de choses à améliorer d'ici là. Et nous avons foi en la capacité du président de la République, le président Patrice Talon. Merci beaucoup. Kamara Ouassangari, un mot pour qualifier la gouvernance de Patrice Talon en général, sur le plan politique, économique et social, sa manière d'exercer le pouvoir. Est-ce que cette manière est conforme à ce que l'homme avait annoncé? Quel mot pour qualifier, un mot pour qualifier cette gouvernance? Déçu. Roméo Aklozo, un mot. Ravi. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro de Fer Croisé. Nous nous sommes essayés à faire le bilan des 3 ans de gouvernance de Patrice Talon. C'était bien évidemment avec Kamara Ouassangari, conseiller juridique des Foscori.Bénin émergent, et Roméo Aklozo de l'Union progressiste. Et comme vous l'avez retenu, d'un côté des FCBE, de notre ami Kamara Ouassangari des FCBE, le bilan est un bilan mitigé au niveau politique et économique, au social. Il a noté, c'est un bilan négatif. Quant à Roméo Aklozo, pour le bilan politique et économique, le Bénin est sur le bon chemin, quoi qu'il admet, sur le plan social, qu'il faille réviser quelques mécanismes pour permettre aux citoyens de jouir des tests de la République, pour que les tests ne jouent pas contre les citoyens. Eh bien, c'est ce que nous pouvons retenir de ce 4e numéro de votre émission politico-économique et sociale Fait Croiser. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour le prochain numéro.